Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle leçon sur les modèles Garch, mais cette fois les Garch asymétriques. Alors, si l'on veut chercher l'origine de l'apparition de ces modèles Garch symétriques, il faut aller chercher leur origine et leurs racines à la suite des critiques qu'ont subi les modèles Arch introduits par Robert Engel et les modèles Garch introduits par Bolerslev. Et la critique fondamentale repose sur leur hypothèse de symétrie de l'impact des chocs sur la volatilité. Parce que les modèles Arch et le modèle Garch, ils attribuent le même poids, la même importance aux chocs, qu'ils soient de nature positive, ce qu'on appelle les good news, ou qu'ils soient de nature négative, ce qu'on appelle les bad news. Et le fait d'attribuer la même importance est contraire à ce qui est observé de la réalité empirique. En effet, si l'on confronte la dynamique de l'indice boursier CAC 40 à sa volatilité, on observe que lorsqu'on est en phase haussière, la volatilité est très faible, mais à chaque fois que le marché commence à dégringoler, commence à enregistrer une décroissance notable, on observe une augmentation de la volatilité qui peut parfois se révéler spectaculaire. Ainsi, lorsqu'on veut analyser la chute de la bourse, de l'indice de la bourse de Paris à la suite de la crise asiatique, on observe une augmentation spectaculaire de la volatilité. Puis la reprise haussière de cet indice s'est traduite par un affaiblissement de cette volatilité. Et puis, à l'occasion de la correction qui a suivi l'éclatement de la bulle Internet, on a vu aussi une augmentation de la volatilité. Ensuite, à partir de mars 2003, l'indice parisien a entamé une longue phase haussière où on a observé une volatilité qui était basse, qui a été interrompue par la crise du subprime en 2008. Et là aussi, on a observé une augmentation spectaculaire, jamais observée dans l'histoire du CAC 40, de sa volatilité qui a atteint les sommets historiques. Et puis, on a vu une augmentation de la volatilité à cause de la crise grecque, puis en 2012, à cause du Brexit en 2016, et puis une nouvelle augmentation spectaculaire qui a failli atteindre les hauts historiques de la crise du subprime. C'était à l'occasion de la crise du COVID-19. Et donc, on observe dans la réalité empirique un comportement asymétrique de la volatilité. La volatilité est très faible lorsqu'on est en phase haussière et la volatilité est extrêmement élevée. Il connaît des hausses spectaculaires lorsqu'on est dans des phases baissières, dans des phases de correction du marché. Et ici, lorsqu'on va croiser cette volatilité du marché parisien avec ces rendements, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des clusters de volatilité, des clusters de volatilité qui correspondent à des périodes de crise boursière, ça se traduit inéluctablement par une hausse spectaculaire de la volatilité. Et donc, l'hypothèse de symétrie sur laquelle reposent les modèles Arch et Garch traditionnels, il n'est pas vérifié de la réalité empirique, ce qui plaide en faveur de l'utilisation de modèles Garch, mais qui ont une spécification asymétrique des chocs qui vont s'abattre sur l'indice boursier parisien. Et les chocs en finance, ce sont les news. Et donc, comment on va modéliser ce comportement asymétrique de la volatilité? Au fait, ce comportement asymétrique, c'est ce qui est appelé en finance l'effet de levier ou bien le leverage effect. Et ce leverage effect a été mis en évidence par Black, c'est lui qui a été à l'origine du modèle Black and Scholes. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Black, dans un article de 1976? Il disait The original hypothesis behind the leverage effect was that when price of a stock falls, lorsque le prix d'un actif financier il va baisser, the equity,
also decreases while the debt is constant, making the firm riskier and more sensitive to negative shock due to higher debt to equity ratio. Ça veut dire l'entreprise a une dette et là, sa cotation en bourse. Et donc, si vous voulez, le ratio de dette sur l'equity peut se détériorer rapidement s'il y a des mauvaises nouvelles, s'il y a des chocs négatifs, et donc ça va exacerber la volatilité de l'actif en question, et c'est pourquoi on l'appelle de leverage effect. Et donc, les extensions au modèle Garch classique qui ont été introduites pour prendre en compte cet effet de levier, ce leverage effect, ce comportement asymétrique de la volatilité, ont été faites par, si vous voulez, principalement par trois grands modèles. Le premier modèle, c'est le modèle exponentiel Garch qui a été introduit par Nelson en 1991. Le modèle GGR Garch qui a été introduit en 1993 par Glossen, Jagannathan et Rankel. Et puis le modèle Tarch qui a été introduit par Zakoyan en 1994. Et donc, si je vais commencer par le modèle GGR Garch, on l'appelle aussi threshold Garch, dans la spécification de la variance conditionnelle, on retrouve le paramètre oméga du Garch traditionnel, on retrouve le paramètre alpha, c'est ce qu'on appelle l'effet Arch, qui mesure l'impact des chocs, du carré des chocs qui sont survenus à l'instant T-1 sur la volatilité à l'instant T. Et puis, on retrouve le paramètre bêta, qui est le paramètre autorégressif parce que c'est le coefficient de corrélation entre la variance à l'instant T-1 et à l'instant T. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on va introduire ici une variable dichotomique et cette variable dichotomique va prendre 1 si on est en présence d'un choc négatif à l'instant T-1, il va prendre 0 s'il s'agit d'une bonne nouvelle. Et donc, c'est une façon d'isoler les chocs négatifs parce que chaque fois qu'il y a un choc négatif, le I1 égale à 1 et donc on va avoir alpha 2 va se rajouter le alpha 2 va se rajouter à l'alpha 1 pour parler de l'impact des mauvaises nouvelles sur la volatilité. Par contre, lorsqu'on n'a que des bonnes nouvelles, le alpha 2 va être multiplié par 0 et donc ce terme va disparaître et on va revenir vers le cas du Garch conventionnel. Et donc, au fait, alpha égale à 2, pas d'asymétrie, donc on reste dans le cadre symétrique, c'est le Garch conventionnel. Ça veut dire les bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, ils ont le même effet sur la volatilité, ça veut dire on reste dans un cadre symétrique. Par contre, lorsque les chocs sont négatifs, alors le alpha 2 va être significatif et il va avoir un signe négatif, positif, qui veut dire que les chocs négatifs ont un impact plus élevé sur la volatilité. Et donc, si on veut estimer un modèle GGR Garch ou Tarch sur le CAC 40, on aura ces paramètres-là. Donc, vous avez la constante, vous avez le yt-1, ça c'est le alpha 1, et ça c'est l'effet des chocs, mais lorsque ces chocs ils sont de nature négative, ça veut dire les bad news. Et là, nous avons un paramètre 0,12 qui est un paramètre strictement positif et significatif, ce qui témoigne de la présence d'une asymétrie dans le comportement de la volatilité. Et donc là, c'est le paramètre bêta standard qui mesure la persistance de la volatilité. Le deuxième modèle qui a été introduit et qui est largement utilisé en finance empirique, c'est le modèle exponentiel Garch par Nelson en 1991. Alors, on va commencer par le départ. Ça veut dire que nous avons le résidu YT d'un modèle ARMA que nous avons estimé, qui se décompose en deux composantes. Vous avez le Z, c'est un bruit blanc, et vous avez le sigma indice T, c'est l'écart type conditionnel. Et donc, ce Z, ça veut dire le résidu standardisé. Ça veut dire c'est le résidu
qui est corrigé de sa volatilité. OK? Et donc, on divise le epsilon t par sigma t pour avoir les résidus standardisés. Et au fait, l'équation, on ne va pas exprimer la variance, mais on va parler de la variance, le logarithme népérien de la variance à l'instant t, qui va s'exprimer comme facteur d'un oméga et d'un bêta, qui nous rappelle le modèle Garch standard, mais on va rajouter de nouveaux paramètres. Vous avez le premier, c'est l'alpha, et ça nous rappelle le alpha du Garch, qui va mesurer l'amplitude de l'impact des chocs sur la volatilité. Ça veut dire que les chocs vont s'abattre, vont avoir un impact sur la volatilité, et donc cet impact, l'amplitude de cet impact va être mesurée par alpha. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on va introduire un paramètre gamma, et ce gamma-là, c'est lui qui va mettre en évidence la présence du comportement asymétrique de la volatilité. En effet, si le paramètre gamma a un signe négatif, ça veut dire tout simplement que les chocs négatifs vont avoir un impact sur la volatilité qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus important comparativement aux effets du choc positif sur cette même volatilité. Et donc, lorsqu'on va estimer le modèle Egarch sur le CAC 40, on va avoir les paramètres qui sont les 4 paramètres à estimer. Et ces 4 paramètres, ils sont tous significatifs parce que leur probabilité est strictement inférieure à 0,05. Et donc là, on voit très bien que le signe de gamma est un signe négatif. Et le fait qu'il ait un signe négatif veut dire tout simplement qu'il y a un comportement asymétrique. Et donc, c'est la mesure du leverage effect, c'est la mesure de l'effet de levier, c'est la mesure du comportement asymétrique de la volatilité. Mais si jamais ce gamma est égal à 0, on retombe dans le cadre du Garch classique, qui est un Garch symétrique. Et donc, voilà deux alternatives qui prennent en compte le comportement asymétrique. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va comparer ces deux modèles asymétriques au modèle Garch traditionnel conventionnel. Et donc, le tableau suivant met en évidence cette comparaison. Donc, ici, on montre les estimations du modèle Garch 1.1. Ici, l'estimation du modèle GGR Garch ou Tarch T Garch tout simplement. Et ici, le modèle Egarch. Et donc là, ici, on estime 3 paramètres. Ici, nous estimons 4 paramètres. Et ici, nous estimons 4 paramètres aussi. Donc ici, le 3e paramètre, ça correspond au paramètre de l'effet de levier ou du paramètre qui mesure la symétrie. Il est de signe positif dans le 2e modèle, il est de signe négatif dans le 3e modèle. Donc, lorsqu'on va les comparer, d'abord, on va comparer leur log likelihood, ça veut dire leur log de vraisemblance. Et donc, on voit bien ici que le modèle Egarch, il a le log vraisemblance la plus élevée parce qu'il s'élève à 24 217. Donc, il a une supériorité par rapport aux deux autres. Et puis, on va faire une comparaison sur la base du critère d'information d'Akaik. Et donc, on voit bien, à la comparaison des 3 critères d'Akaik, on voit que la valeur la plus basse, ça veut dire le modèle qui minimise le critère d'Akaik, c'est le modèle Egarch. Mais si vous voulez, il y a une très forte proximité entre le modèle GGR Garch et le modèle Egarch. Les deux, ils ont une supériorité sur le modèle Garch conventionnel, mais lorsqu'on compare le modèle Egarch, il a une supériorité par rapport à l'autre modèle asymétrique, le modèle GGR Garch. Et si vous voulez, parce que pour lui, pour le modèle Egarch, il va introduire le logarithme et le logarithme va lui donner une certaine supériorité parce qu'il va s'affranchir de la contrainte de positivité qui est imposée au modèle Garch. Et ici, vous voyez qu'on a des paramètres qui sont négatifs. Donc, il y a plus de liberté. Il n'y a pas cette contrainte de positivité. Et le fait qu'on a introduit le logarithme, on est sûr que la variance va rester positive, même si les paramètres ils ont un signe négatif. Et donc, cette flexibilité
permet au modèle Egarch d'avoir une relative supériorité par rapport au modèle concurrent asymétrique. Mais tous les modèles asymétriques, ils ont une supériorité sur le modèle Garch conventionnel. Et donc, il est pertinent de prendre en compte le comportement asymétrique de la volatilité. Ça nous permet de mieux modéliser la volatilité et donc de mieux quantifier le risque et donc de mieux, comment dirais-je, estimer le risque inhérent à la détention d'actifs risqués dans un portefeuille d'investissement pour les financiers. La question qui se pose, la deuxième question, est relative à la loi de distribution de probabilité. Parce que jusqu'à maintenant, nous nous situons dans le cadre d'une loi normale. Et donc, tous les modèles Garch qu'on utilise, que ce soit le modèle Garch conventionnel introduit par Bolerslev, que ce soit le modèle Egarch, le modèle GG-Egarch, on a travaillé avec une hypothèse d'une loi de distribution normale. Or, on a observé empiriquement que la distribution marginale des innovations epsilon t ou des résidus, il est caractérisé par un kertosis qui est supérieur à celui de la loi normale. Et en général, l'excès de kertosis est très, très conséquent. Nous avons montré dans la leçon précédente que l'excès de kertosis, il s'élevait à 5. Donc, vous avez un kertosis qui est égal à 8, et le kertosis de loi normale s'élève à 3. Et donc, l'excès de kertosis, il est supérieur à 5. Que veut dire l'excès de kertosis? Veut dire tout simplement que la queue de la loi de distribution d'un processus Garch est beaucoup plus épaisse que celle d'une loi normale. Et donc, si on utilise la loi normale, nous allons sous-estimer le risque, alors que l'objectif du modèle Garch, c'est de permettre une mesure très précise du risque. Et donc, pour éviter cette sous-estimation du risque, pour améliorer la performance du modèle Garch, nous devons impérativement faire appel à des lois de distribution qui, d'abord, ils sont capables de modéliser l'excès de kertosis. Donc, nous allons mobiliser deux lois, c'est la loi de Student et la loi GED. Alors, comme le montre le graphique suivant, si on suppose que nous sommes dans le cadre normal, ça va être plutôt la courbe normale en cloche, mais ici, si on utilise des lois qui prennent en compte ces queues épaisses qu'on appelle les fat tails, on va avoir une performance dans la modélisation de la volatilité, en particulier des événements extrêmes. Et donc, la densité de la loi de Student va s'écrire de la forme suivante. Et ce qui nous intéresse, c'est le degré de liberté qui doit être strictement supérieur à 2. Et donc, lorsque ce degré de liberté de la loi de Student, il est compris entre 4 et l'infini, là, on peut être certain qu'on peut capter les kertosis supérieurs à 3. Donc, l'excès de kertosis, on peut très bien le modéliser lorsqu'on a un degré de liberté strictement supérieur à 4, ça veut dire 5, 6, 7, 8, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque le degré de liberté il tend vers l'infini, nous tombons dans le cadre de la loi normale. C'est-à-dire qu'en fait, la loi normale, ce n'est qu'un cas particulier de la loi de Student, mais la loi la plus générale, c'est la loi de Student. Et donc, lorsqu'on travaille le véhicule dans le cadre d'une loi normale, c'est qu'on travaille avec une hypothèse implicite que le degré de liberté de la loi de Student est égal à l'infini. Or, empiriquement, le degré de liberté, il est très, très faible, il n'est pas très, très loin de 4. Alors, faisons l'estimation. Donc, lorsqu'on va faire l'estimation de la loi, du degré de liberté de la loi de Student, on s'aperçoit qu'il s'élève à 7,69. Alors, on est très loin de l'infini, quoi. Donc, on est très loin de l'infini, mais on est très proche de 5, qui est un degré de liberté d'une loi de Student dans des cas où la probabilité d'événement extrême est très élevée, ou un kertosis qui est très élevé. Et donc, ici, l'estimation
d'un modèle Garch avec l'hypothèse que la loi de distribution marginale des innovations n'est plus la loi normale, mais une loi de Student, permet d'appréhender de façon plus précise la volatilité. La deuxième loi qui a été introduite par Nelson en 1991 est ce qu'on appelle la loi GED, ou bien Generalized Error Distribution. Alors, la forme analytique de cette loi est celle-ci. Et là aussi, lorsque on a ce paramètre qu'on va estimer, le paramètre de la loi GED est égal à 2, nous tombons dans le cadre de la loi normale. Ça veut dire le cas limite, c'est la loi normale lorsque on a un paramètre de la loi GED qui s'élève à 2. Mais lorsque ce paramètre il est strictement inférieur à 2, là, notre distribution est suffisamment flexible pour pouvoir prendre en compte l'excédokertosis, ça veut dire les queues épaisses, ça veut dire les événements extrêmes et leur forte probabilité d'occurrence qui se traduit par un kertosis supérieur à 3 et donc un excédokertosis. Et donc, si je veux, comment dirais-je, estimer le paramètre de ma loi GED, je vais trouver que mon paramètre, après estimation, s'élève à 1,41. Donc, il est très loin de 2, qui est la loi normale. Et donc, il prend en compte ce kertosis élevé, ces queues épaisses de la loi de distribution des résidus des rendements. Et donc, lorsque je vais estimer un modèle Arch, en supposant que la loi n'est plus la loi normale, mais plutôt une loi Generalized Error Distribution, ça me permet d'être beaucoup plus précis dans la modélisation de la volatilité et donc dans l'estimation du risque inhérent à la détention d'actifs risqués dans mon portefeuille. Et donc ici, je vais faire une comparaison entre les trois modèles et je vais sélectionner le meilleur des modèles qui peut nous être utile pour modéliser la volatilité et donc le risque en finance. Alors ici, c'est la loi normale. On voit très bien que nous avons estimé un modèle Garch un standard. Hein. Dans les trois cas, c'est un modèle Garch standard. Donc, comme on a fait précédemment, on va utiliser la comparaison des logs de vraisemblance. Et donc, on voit bien ici, on est à 24 084, ici 24 205, ici 24 207. Et donc, on voit que la loi GED, le modèle qui utilise la loi GED, sur la base de ce critère, il a une supériorité sur d'abord la loi normale et également sur la loi de Student. Maintenant, je vais utiliser le critère d'information d'ACAC et je me pose la question suivante. Quelle est la loi qui permet d'avoir le modèle qui a le critère d'information le plus bas? Et donc là, ici, je suis à moins 6,04 alors que les autres ils sont moins 6,07. Donc, les deux lois Student et GED, ils ont une supériorité sur la loi normale. Mais lorsque je compare les deux lois 2 à 2, les deux lois entre elles, ben, je vais voir que ici, moins 6,07, 59, 65, ici, moins 6, 0,7, 65, 45. Et donc là aussi, sur la base du deuxième critère, la loi GED, il a une supériorité sur la loi de Student et les deux, ils ont une supériorité sur la loi normale. Et donc, comme on a dit avant, l'extension de l'analyse de la volatilité à partir du modèle Garch va prendre deux directions. La première consiste à choisir des modèles qui prennent en compte l'indice stylisé de la volatilité des rendements financiers et en particulier le comportement asymétrique de la volatilité. Et nous avons mis en évidence la supériorité du modèle E-Garch, E-Garch ou bien Garch exponentiel et le modèle GGR Garch ou bien T Garch sur le modèle Garch conventionnel. Hein? Et la deuxième piste à explorer, nous avons dit qu'il faut aller chercher d'autres lois qui vont prendre en compte l'excédokertosis. Et ici, on vient de montrer que les deux lois, que ce soit la loi de Student ou la loi GED, ils ont une supériorité sur la loi normale comme loi de distribution marginale des innovations
comment dirais-je, des innovations qui s'inscrivent dans le cadre de l'estimation d'un modèle Garch pour modéliser la volatilité. Alors, vous allez me dire, qu'en est-il de l'skewness? Eh bien oui, vous avez raison, parce qu'on reste ici dans le cadre de loi symétrique afin de prendre en compte le coefficient de skewness négatif. Il faut aller chercher la variante asymétrique de ces lois. Donc, nous avons la loi de Student asymétrique et nous avons la loi de Jed asymétrique. Ou bien, il y a une autre approche, c'est utiliser l'expansion de Cornish-Fisher qui est capable de prendre en compte à la fois l'excédokertosis et le skewness négatif de la distribution marginale du rendement d'un indice boursier, en l'occurrence ici, c'est l'indice boursier du CAC 40. Et donc, pour résumer, l'objectif des modèles Garch est d'estimer la volatilité, et en finance, la volatilité, c'est le risque. Et pourquoi il faut modéliser le risque? Il faut l'estimer, il faut le quantifier, parce que lorsqu'on détient un portefeuille d'actifs financiers, nous sommes exposés au risque de marché, qui est le risque de perte. Il faut avoir une idée très précise de l'ampleur, de la hauteur, du volume de notre exposition, du montant de notre exposition. Et donc, nous avons besoin de disposer du modèle Garch le plus sophistiqué possible. Et donc, naturellement, le modèle de base, c'est le modèle Garch 1.1 proposé par Bolerslev, qui est une extension du modèle Arch proposé par Engel. Mais il faut faire des extensions pour prendre en compte le comportement asymétrique de la volatilité, mais il faut également sortir du cadre très restrictif de la loi normale et donc proposer d'autres lois susceptibles de prendre en compte l'excédokertosis, ça veut dire les queues épaisses de lois de distribution, prendre en compte les black swans, les événements extrêmes, la probabilité d'occurrence beaucoup plus élevée de ces événements, et en particulier en finance. Et donc, ces lois, on en a proposé deux, c'est la loi JET. Et comme extension, on peut aussi présenter leur extension asymétrique pour modéliser la volatilité. Enfin, lorsqu'on va disposer d'un tel modèle de volatilité, on peut avoir une certaine assurance pour, si vous voulez, estimer un modèle de risque. Et le modèle de risque naturel qu'utilisent les financiers, c'est la value at risk, qui est la perte potentielle maximale à un horizon temporel donné, à un degré de confiance donné. Et donc, le point de départ, c'est quand même l'estimation de la volatilité, ou bien son extension, qui est l'expected shortfall. Je vous en dirai davantage dans une prochaine séance. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et